Je vous propose qu'on commence. Il est 8h35, ça fera arriver les derniers. Bienvenue cette matinale organisée par SBA, IGNES et la FFIE sur les sujets sobriété d'été. Quel bénéfice d'un logement connecté. Pour cette matinale, donc on va avoir le plaisir d'accueillir Julien Parc et Thomas Arbos côté Pouget. On ne les voit plus. Sont-ils là? Bonjour à tous. Bonjour. Patrice Normand d'Énergie, Bonjour à tous. Alexis Damia pour Somfy, Bonjour à tous. Paul Rimbaud de Cebat 2 Bonjour à tous. et bien sûr mon compère des matinales, François-Xavier Jolan. Bonjour à tous. Alors un webinaire dans lequel on va commencer par une petite introduction en se projetant, en revenant sur ce qui s'est passé cet hiver. On aura ensuite différentes présentations successives. Un petit temps, bien sûr, en fin de matinale de questions-réponses à travers le chat. Et je profite pour préciser tout de suite que l'ensemble des slides seront diffusés à l'issue du webinaire. Alors, un petit mot d'abord pour revenir sur ce qui s'est passé cet hiver en matière de sobriété énergétique. On a effectivement dès cet hiver pu constater et de façon très significative une baisse des consommations. Vous pouvez le voir donc sur le schéma à gauche avec la courbe en rouge qui est bien en dessous des trois derniers hivers, voire de l'historique, en sachant que les données sont en plus corrigées du climat. Donc c'est une vraie baisse réelle qui s'est exprimée dans les différents secteurs, bien sûr industriels, mais aussi dans le secteur de la consommation des bâtiments résidentiels et tertiaires, avec des baisses de consommation entre -7 et -8%. Donc, au global, au niveau de la France, on a réussi à atteindre cet hiver une baisse de -9% des consommations, ce qui fait quand même 20 TWh d'électricité consommée. Donc, pourquoi cet hiver, d'un seul coup, on s'est mis à faire des économies d'énergie de façon significative? Vous connaissez tous le contexte dans lequel nous sommes, l'invasion de l'Ukraine qui a créé une vraie crise énergétique, avec du coup des premières factures d'électricité qui arrivent en très forte hausse dès l'été 2022. Et du coup, forcément, une demande des acteurs qui se disent qu'est-ce que je peux faire pour limiter mes factures à venir. Et un mouvement finalement qui s'est accéléré, notamment diffusé, je dirais, auprès du grand public, avec toutes les campagnes qui ont pu être mises en place dans le cadre du plan sobriété, autour notamment de la campagne et du message chaque geste compte. On a aussi un hiver un peu particulier, c'est la première fois, je dirais depuis longtemps, où en France on nous a parlé de risques en fait de coupure d'électricité, et donc c'est la mise en place de tout le signal EcoWatt par RTE pour nous habituer aussi à finalement consommer au meilleur moment pour le réseau. Et donc l'ensemble de ces facteurs-là, ça a vraiment fait cette recherche de solutions de la part des différents acteurs pour baisser leur facture d'électricité. Alors le premier réflexe cet hiver, il était vraiment sur le chauffage, mais à chaque fois qu'on a pu qu'un professionnel finalement est arrivé sur cette question, il a forcément élargi le débat en disant mais vous savez les économies d'énergie, on peut les faire aussi, et peut-être que dans votre cas c'est aussi d'autres postes qui sont extrêmement importants. Et donc, on a travaillé aussi sur l'éclairage, la ventilation, la gestion aussi des volets, des protections mobiles, qui viennent là aussi gagner des degrés de confort, des pertes, qui limitent les pertes en hiver, l'eau chaude et autres. Et donc, on a bien ce mouvement qui a commencé à prendre cet hiver. On a pu voir ensuite que ce mouvement, ça s'est traduit dans les chiffres. Donc là, je vous présente les chiffres du résidentiel et du petit tertiaire, puisque ce matin, on est sur la thématique du logement, avec effectivement, on a pu voir, nous, en tout cas, une hausse de 15% en fait des ventes de solutions de pilotage au niveau du chauffage
par rapport à 2021. Et 2021 est plutôt une bonne année. Donc, on a quelque chose de très, très fort avec une dynamique particulièrement marquée sur le dernier trimestre de l'année. Et puis, un autre élément aussi intéressant par rapport à ce qu'on a pu, notre thématique d'aujourd'hui, c'est qu'on a vu qu'entre le début, en fait, de l'année 2022 et la fin de l'année 2022, on a effectivement un marqueur de plus en plus fort vers le choix d'une solution connectée, puisque on arrive finalement au dernier trimestre 2022 à un thermostat sur deux vendu qui est connecté, alors qu'on était sur un ratio de 1 sur 3, à peine 1 sur 3 au premier trimestre de l'année. Donc on a une tendance forte qui se marque là. Voilà, donc des tendances fortes. Pour autant, on a un parc qui est encore loin d'être équipé en solutions de pilotage et encore plus en solutions de pilotage connectées. Nous, on considère, voilà, les chiffres qu'on utilise, c'est ce 12% du parc résidentiel à peu près qui est connecté, enfin qui a un pilotage du chauffage efficient. Donc, on est très loin en fait de l'enjeu du parc total avec, comme vous le savez, c'est 37 millions de logements. Et c'est 2,2 millions de bâtiments tertiaires de moins de 1000 mètres carrés qui représentent aussi des bâtiments, enfin un nombre de bâtiments non négligeables. Et de notre point de vue, si on veut tenir nos objectifs climatiques globaux, l'objectif c'est qu'à 2030, l'ensemble de ces bâtiments soient bien sûr pourvus de solutions de pilotage. Alors l'autre élément intéressant aussi de cet hiver, c'est que ça a mobilisé beaucoup d'énergie, puisque depuis le mois de juillet l'année dernière, sous la houlette de la ministre Pannier-Runacher, il y a toute une action autour de la sobriété qui s'est mise en place avec des groupes de travail et autres. Et on a un certain nombre de textes réglementaires en fait qui sont sortis. Alors je vous ai mis par l'ordre de date de sortie. Et qui viennent tout doucement, finalement, ancrer dans le réglementaire cette notion de pilotage des bâtiments. Donc, le premier texte qui est sorti, c'est effectivement dans le cadre de l'entretien annuel de la chaudière, alors chaudière et autres éléments de chauffage, le fait qu'on ait effectivement une présence ou non de système de pilotage de ces équipements. Et avec, dans le décret, cette mention de dire qu'on doit, si ça n'est pas présent, le professionnel qui vient vous faire votre entretien doit vous recommander d'installer en fait ces solutions. Donc, on a une première pierre à ce niveau-là. Autre élément, c'est les accompagnateurs Rénov', dans tout le dispositif que vous connaissez bien d'accompagnement des Français à la rénovation avec. Et là aussi, dans le cahier des charges en fait qui définit les missions des accompagnateurs Rénov', on retrouve le fait qu'ils doivent aussi sensibiliser à la bonne utilisation dans les logements des solutions de pilotage pour réaliser les éco-gestes nécessaires en été comme en hiver. Troisième brique qui est parue aussi, c'est dans le carnet d'information du logement. Aujourd'hui, on a aussi les systèmes de pilotage, du chauffage, de la climatisation et de l'eau chaude sanitaire qui doivent être reportés. Donc, on voit bien que dans tout un certain nombre d'outils, on commence à avoir systématiquement cette brique pilotage qui apparaît. Et puis, le dernier qu'on attend, qui n'est pas encore publié, mais on ne désespère pas qu'il le soit, qui va du coup ancrer le fait qu'on doit avoir un minimum finalement de systèmes de régulation par zone à l'intérieur de son logement, avec une date qu'on dit à horizon 2025, puisque la date semble encore un peu sujet d'arbitrage, mais en tout cas le principe même de dire aujourd'hui les logements doivent être équipés, qu'ils soient neufs ou existants, de ces solutions, et en tout cas dans l'esprit des textes réglementaires qui doivent sortir. Donc j'en ai fini sur ce petit rappel de ce qui s'est passé cet hiver, la dynamique dans laquelle on est, en vous rappelant l'objectif global qui avait été fixé par la Première ministre, qui était de réussir en fait un moins 10% sur 2 ans. Je vous rappelle qu'on a fait moins 9 cet hiver, moins 10 c'était sur l'ensemble de l'année, donc ça suppose qu'on continue à faire des économies même en été. Pour tenir l'objectif, c'est plus facile finalement de faire un moins 9 l'hiver que l'été, puisqu'on a des fortes consommations. Donc tenir l'objectif global est quand même encore challengeant, mais surtout ce moins 10, il est loin d'être l'objectif qu'on souhaite atteindre pour 2030, puisque les objectifs sont bien plus ambitieux.
Donc, il nous faut, en fait, au-delà de tout ce qu'on a pu faire sur la sobriété d'été, la sobriété d'hiver, pardon, et sur lequel on doit continuer nos efforts, il va falloir qu'on se mette aussi à travailler sur la sobriété d'été. Et donc, qu'on arrive à maintenir, en fait, nos consommations d'énergie en été, malgré la hausse des températures et des vagues de chaleur qu'on connaît tous dans le cadre malheureusement, du réchauffement climatique et de ces évolutions aujourd'hui de nos températures saisonnières. Voilà, moi j'en ai fini pour ce petit chapeau d'hiver et du coup on va rentrer plus précisément avec Projet Consultant sur où on en est justement sur les enjeux du confort d'été dans les logements au regard des scénarios climatiques. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, en effet, on va vous présenter une étude qu'on a réalisée pour l'INES qui permet d'estimer finalement quels sont les enjeux pour le parc résidentiel vis-à-vis de l'évolution des climats. Et ça, si vous passez à la slide suivante, en fait, on a mené une étude qui vise à croiser finalement les données climatiques futures avec un modèle du parc de logement dans l'objectif finalement de pouvoir estimer l'exposition du parc résidentiel au risque de surchauffe et à l'effet de chaleur urbain. Donc, on va présenter la méthodologie de l'étude et puis après on vous présentera rapidement du coup ces résultats qui montrent finalement l'augmentation du nombre de logements qui seraient touchés par des risques de surchauffe. Si on peut passer à la slide suivante, merci. L'objectif du coup de l'étude, c'était vraiment de pouvoir croiser des données climatiques, donc c'est-à-dire des données de la base DRIAS qui nous permet d'évaluer finalement l'évolution des températures à des climats à plus ou moins long terme, avec une base de logements, c'est-à-dire la localisation des logements et les typologies de logements qui sont présents sur le parc résidentiel. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir vraiment croiser les deux pour obtenir finalement le nombre de logements et les caractéristiques de ces logements qui seraient touchés par des augmentations de température, par des vagues de chaleur, par des risques de surchauffe, etc., etc. Donc, vraiment, c'est un croisement finalement de la partie des données climatiques avec des données plutôt de parc de logement qui permet d'aboutir finalement à des cartographies de parcs de logement touchés par les risques de surchauffe. Je vais laisser la parole à Tom pour qu'il vous présente tout l'ensemble de l'étude. Bonjour. Donc effectivement, je vais commencer par vous parler des données finalement climatiques avant de parler des données produites du croisement avec la base de logement. Donc, les données, les projections climatiques qu'on utilise sont issues, comme le disait Julien, de la base de données publique RIAS sur le climat, qui est une base qui propose des projections climatiques selon différents scénarios, les scénarios RCP, qui sont des scénarios utilisés par le GIEC et qui en fait sont des hypothèses sur l'évolution de la concentration en gaz à effet de serre et donc sur la quantité d'énergie reçue par le système Terre. Et donc dans le cadre de cette étude, on s'est concentré sur des projections basées sur deux scénarios, le RCP 8.5 et le RCP 2.6. Et dans le cadre de cette projection, en fait, la base de données BRIAS permet de regarder quelques indicateurs. On en a sélectionné 4, qui sont les 4 en gras ici, c'est-à-dire le nombre de jours chauds, c'est-à-dire le nombre de jours où la température dépasse 25 degrés, le nombre de jours extrêmement chauds, c'est-à-dire le nombre de jours où la température dépasse 35 degrés, le nombre de nuits tropicales. Qu'est-ce qu'on appelle une nuit tropicale? Finalement, c'est un jour où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés, c'est-à-dire qu'il est chaud même la nuit. Et ensuite, le nombre de jours de vagues de chaleur qui sont en fait, on compte le nombre de jours sur la température est anormalement chaude, et j'y reviendrai plus tard, et sur une séquence d'au moins 5 jours pour qu'il soit comptabilisé. Donc, ça donne vraiment une durée, une période où il fait chaud. Si on passe après, je vais aller très rapidement sur les données, mais juste pour montrer quelques cartographies qui sont issues du site RIAS.
Là, on a donc le nombre de jours pour laquelle la température dépasse 25 degrés, le premier critère. On voit, si on regarde les deux premières cartographies en haut et en bas, donc entre le RCP 2.6 et le RCP 8.5, à horizon proche, et finalement, c'est assez, enfin, on a quasiment la même cartographie, en fait, les données climatiques pour un horizon aussi proche, donc entre 2021 et 2050, sont proches pour les deux scénarios. Ça sera vrai pour les 4 indicateurs. Et par contre, effectivement, quand on se passe sur des horizons moyens et surtout horizons lointains, on a une vraie différence qui se crée entre les deux scénarios, puisqu'on a finalement un nombre de jours qui dépasse 70 voire 80 dans une majorité de la France. Pour le RCP 5, c'est la cartographie qui est tout en bas. Donc, c'est sur le deuxième indicateur. Le deuxième indicateur, en fait, il est un peu plus il est intéressant par le fait que les données, finalement, on reconnaît sur le nombre de jours extrêmement chauds, c'est-à-dire où la température dépasse 35 degrés. Et on voit qu'on a quand même des valeurs qui sont assez faibles pour l'instant, à horizon proche. Et donc, ça crée en fait un indicateur qui est assez sensible à la variabilité climatique, c'est-à-dire le fait que d'une année sur l'autre, on peut avoir un événement chaud qui est simulé, donc ça peut changer très fortement. Ça, on va le voir dans la suite dans les données produites notamment, où on va avoir quelque chose qui est contre-intuitif avec, par exemple, plus de jours extrêmement tôt en 2030, à l'horizon 2030 qu'en horizon 2050. En fait, c'est juste le fait que, vu qu'on est sur des valeurs assez basses, on est plus sensible à la variabilité climatique. On peut passer la slide suivante, même passer directement à celle de la vague de chaleur, puisque là, c'était juste un indicateur tropical, mais juste définir plus proprement qu'est-ce que des nombres de jours de vague de chaleur. En fait, c'est le nombre de jours où la température maximale est supérieure à une température de référence à plus de 5 degrés. En fait, on est la température de référence, c'est une température qui est calculée sur une période de référence qui est entre 1970 et 2005. Et finalement, là, ça permet de voir des températures, des journées qui sont anormalement chaudes par rapport à la période de référence. Et on voit qu'on a toujours les mêmes évolutions avec RCP 2.6 et RCP 2.5 qui sont assez proches à horizon. Donc ça nous permet de conclure en fait pour l'étude deux choses. Enfin, déjà, le fait que l'étude, dans le cadre de cette étude, on regarde plutôt un horizon proche. On a choisi 4 horizons temporels qui sont donc 2020, 2030, 2040 et 2050. Si on passe à la slide juste après. Et donc, en fait, comment on calcule ces horizons? C'est en moyenne sur 21 ans les données climatiques annuelles. Donc, par exemple, l'horizon temporel 2020, c'est la moyenne des données climatiques entre 2010 et 2030. Et donc, comme on a pu le voir sur les données, on voit que à cette échelle temporelle, le scénario RCP 2.6 est quasiment équivalent au RCP 8.5. Et donc, dans la suite de l'étude, dans les données que je vais vous présenter juste après, on s'est concentré sur le RCP 2.6 qui a l'avantage d'être très proche du scénario utilisé pour la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vise à plus de degrés d'ici la fin du cycle. Donc là, alors ce que vous voyez ici, c'est finalement les données qu'on a produites. Donc avec ces données climatiques qu'on croise avec la base de logement, les cartographies sont ici les parts de logement par département exposées à plus de 60 jours par an à des températures supérieures à 25 degrés. Et donc, on voit clairement une évolution avec notamment des départements et des régions encore assez faiblement touchés, notamment au centre et en Bourgogne-Franche-Comté, qui deviennent beaucoup plus importants avec donc, quasiment 100% des logements qui sont concernés par cet indicateur. Et aussi également l'Est avec les départements du Haut et du Bas-Rhin qui n'étaient pas du tout en 2020 et qui deviennent assez majoritairement en 2005. En termes de nombre de logements, on voit quand même une évolution avec du coup quasiment plus 82% entre 2020 et 2050 avec 18 millions de logements concernés par an, plus une exposition à plus de 60 jours par an en température extérieure sur cet indicateur. Si on passe à l'indicateur du coup plus extrême, il est un peu plus compliqué à analyser parce que du coup, comme on le disait, c'est quelque chose qui est plus sensible à la variabilité climatique. Si on passe à l'indicateur juste après, donc si on regarde le nombre de logements, la part de logements qui est exposée à plus de 3 jours dans l'année à une température extérieure qui dépasse
les 35 degrés. C'est pas forcément des jours consécutifs, c'est 3 jours dans l'année. On voit alors que ce que je vous disais, le fait qu'on est très sensible à la variabilité climatique, puisqu'en fait, entre 2030 et 2040, les projections simulent un événement très chaud qui impacte du coup, même la moyenne sur 21 ans et qui fait qu'en 2030, on a quand même une très grande partie de la France qui est concernée, alors que c'est pas le cas en 2050. Donc ça montre finalement qu'on n'est pas sur une évolution qui est si marquée pour cet indicateur, donc pour les journées extrêmement chaudes, parce qu'on est à horizon proche, encore une fois, hein, si on regardait à horizon fin de siècle, donc 2070-2100, on serait vraiment sur quelque chose d'autre. On peut quand même noter que si, dans le cadre d'un tel événement, donc comme en 2030, on arrive à 16,4 millions de logements qui sont concernés par donc 3 jours dans l'année où on a une température extérieure qui est extrême puisqu'elle dépasse les 35 degrés. Si on regarde l'autre indicateur qui est donc les vagues de chaleur, excusez-moi, ça, c'est l'évolution, elle est beaucoup plus claire. En fait, si on regarde en 2020, des vagues de chaleur, donc plus de 30 jours de vagues de chaleur par an, il n'y en a quasiment pas en France, alors que si on regarde à l'horizon 2030 et encore plus à 2050, on voit qu'en 2050, on a une majorité de la France qui est fortement concernée par des vagues de chaleur, c'est-à-dire donc des jours anormalement chauds sur une période d'au moins 5 jours. Et ça, on voit l'évolution qui est assez claire, avec notamment l'Est qui est concerné, et tout ce qui est vallée du Rhône. Et on voit qu'on a quand même une utilisation dès 2030 on fait plus de x2 en termes de nombre de logements concernés. Et ça, c'est du coup, je regardais juste pour les données qui sont là, c'est 20 jours qui sont concernés, pas 30 jours par rapport au. Et on voit que pour 20 jours, on est à quasiment 21 millions de logements concernés dès 2030. Si on passe du coup au nuit tropicale, alors pourquoi l'indicateur des nuits tropicales, je l'ai passé avant, je vais préciser un peu ici. L'indicateur des nuits tropicales, il est intéressant parce que souvent elles arrivent après une journée qui est plutôt chaude, et le fait que la température ne descend pas pendant la nuit, ça empêche l'organisme de se reposer correctement, et donc ça peut entraîner une fatigue quand c'est sur une période assez prolongée. Et donc ça empêche le corps de mieux réguler sa température, et ça peut entraîner des problèmes de santé. Et on voit donc que ça, on a quand même une évolution qui est moins marquée que pour les vagues de chaleur, mais on voit que l'Ouest, notamment la région bordelaise, et également l'Est, avec toujours le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, sont de plus en plus concernés à horizon 2050, et également l'Île-de-France, qui a quand même une zone avec beaucoup de logements, et donc on a quand même une très forte multiplication, augmentation de 20 à 2050. Voilà, donc ça c'était vraiment, on voit qu'il y a quand même une évolution de l'exposition des logements à des températures extérieures qui sont de plus en plus importantes, et surtout aussi également des conditions climatiques plus importantes, notamment dans des zones qui ne sont pas forcément adaptées, puisque historiquement ce n'était pas des zones où on avait un climat très chaud. Un autre travail qu'on a effectué, c'est finalement de regarder l'impact des îlots de chaleur, puisque dans les projections climatiques, elles sont difficilement prises en compte, puisque en fait, les simulations sont faites sur des mailles de 12 km, donc c'est difficile de prendre en compte l'effet d'îlots de chaleur. Cependant, il y a eu un travail qui a été réalisé par le Centre national de recherche météorologique, CNRM, dans le projet MAPUS, qui permet de modéliser les îlots de chaleur urbains actuels. On n'est plus sur de la projection, on est vraiment sur de l'actuel. Et sur donc, les grosses agglomérations françaises, on voit que on a au moins 12 millions de logements qui sont dans des zones soumises à un effet d'îlot de chaleur urbain. Qu'est-ce que c'est l'effet d'îlot de chaleur urbain? C'est le fait qu'il fait en fait, la température a du mal à redescendre, et donc ça crée des différences de température par rapport à une zone urbaine et la zone rurale adjacente. Et donc, on a donc 12 millions de logements concernés et 7,7 millions de logements qui sont dans une zone où on a une différence, donc un effet d'îlot de chaleur urbain supérieur à 2 degrés, plus de 2 degrés. Et si on se focus là sur quelques zones, on voit évidemment que c'est les régions, les zones et les grosses agglomérations qui sont plus concernées. On a notamment à Paris des extrêmes qui peuvent atteindre
plus 6 degrés, c'est-à-dire que finalement, la nuit, par rapport à une zone rurale adjacente, on va être à plus de 6 degrés, et ça concerne 139 000 logements, vraiment dans le cœur de Paris, puisque en zone urbaine très dense, on a du mal à redescendre en température. Et finalement, on a quand même 2,5 millions de logements qui sont exposés à une différence de température qui est supérieure à plus 4 degrés. Donc, c'est quand même un important logement où on a un vrai effet de chaleur, niveau de chaleur urbain très important. Voilà, donc cette étude, elle montre effectivement qu'on a une évolution de l'exposition des logements en France à des conditions climatiques et plus difficiles, notamment en termes de température, et notamment dans des zones qui, finalement, donc on en parlait donc du centre, de Couronne-Franche-Comté et même de l'Est qui n'étaient pas adaptés, enfin qui ne sont pas pour l'instant adaptés, c'est des logements qui ne sont pas forcément adaptés à ces conditions climatiques, et donc tout l'enjeu d'adaptation des logements à ces conditions climatiques plus rigoureuses. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Tom. C'est vraiment très intéressant. C'est la première fois que moi je vois personnellement tous ces chiffres de façon aussi précise. En tout cas, le décor est planté. C'est intéressant et évidemment un peu effrayant. Et donc maintenant, on va passer la parole à Patrice Normand, le dirigeant d'un autre bureau d'études, Energis, qui va nous expliquer comment, notamment ces solutions connectées, vont pouvoir répondre à tous ces enjeux. Donc à toi, Patrice, on t'écoute. Très bien, rebonjour à tout le monde. Donc effectivement, la réglementation ERA 2020 aujourd'hui intègre un certain nombre d'indicateurs de performance. Il est important de reprendre pour ceux qui aujourd'hui. Donc ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les systèmes qui permettent d'améliorer l'habitat au quotidien sont vraiment pris en compte dans les nouvelles réglementations, notamment l'ERA 2020. Comment les grands indicateurs, il y en a 3. Le premier, c'est BBio, donc besoin bioclimatique. C'est effectivement le besoin de chaud et de froid d'un logement pour maintenir sa température d'hiver et tenter de maintenir également une température d'été. Donc c'est un critère, je dirais, de performance important. Le deuxième qu'on connaît depuis des années, c'est le CEP, donc consommation du logement ramené au mètre carré, et cette fois-ci à la surface habitable sur l'ERA 2020. Et enfin, un nouveau critère un peu plus important et qui est aujourd'hui vraiment matérialisé, c'est le degré-heure. C'est le nombre de jours, d'heures, d'inconfort sur l'année. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, plus le projet est performant, plus la gestion des apports a des incidences, autant sur l'hiver que sur l'été. Donc, effectivement, la gestion des volets va nous permettre d'optimiser ces éléments-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, la gestion des volets, vous avez un certain nombre de possibilités qui existent, qui sont intégrables dans la réglementation ERA 2020. Les premiers niveaux, c'est effectivement le volet roulant électrique, ou VRE, dans nos langages un peu techniques. Le volet roulant électrique avec horloge horaire, typiquement mettre un horaire qui va permettre de monter et descendre le volet à certains horaires. Typiquement, ce que l'on peut voir, et ce qu'on a vu arriver depuis plusieurs années, c'est l'astronomique. L'astronomique est en fait la gestion de l'ouverture et de la fermeture des volets sur des astres, donc la levée et le coucher de soleil. Et enfin, l'optimum, c'est le crépusculaire, où là, cette fois-ci, c'est un indicateur soit par un capteur externe, soit par effectivement un flux météo sur une box domotique qui va permettre de connaître précisément le lever et le coucher du soleil sur une région. Donc, effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que la gestion de ces volets, quand effectivement, juste si on peut apporter la phrase supplémentaire, c'est que ça influence le BBio, le CEP et le degré-heure. Donc, je vais vous montrer à la suite de ça une étude complète qu'on a fait sur toutes les régions de France et qui montre de façon très prégnante l'intérêt de la gestion des volets dans les réglementations ERA 2020. Donc, effectivement, première étude qui a été faite, l'étude a été faite sur une maison individuelle, mais globalement, l'incidence est à peu près la même dans des proportions parfois un peu différentes sur le logement collectif qui dépend beaucoup de sa conception. Mais on obtient des choses qui deviennent très intéressantes. Donc, ce premier graphique, il nous donne simplement, région par région, donc là, en bas, vous avez les deux H1A, donc qui est la région nord de la France, jusqu'à H3, qui est la région sud-est, l'incidence des gestions sur les paramètres notamment du BBio.
Donc, on voit effectivement clairement que, en fonction des régions, c'est plus ou moins incident. Donc, on voit notamment la région. Donc, on a vu tout de suite les régions avec les risques de surchauffe. Plus la région est soumise à des risques de surchauffe, de montée en température, plus l'incidence de la gestion du volet va avoir de l'importance. Donc, je rappelle, la gestion du volet, elle a deux incidences. La première, c'est lever le volet le matin de façon automatique nous permet de récupérer des apports. Beaucoup croient effectivement que ça permet notamment de baisser les volets, donc de perdre moins d'énergie, mais en réalité, l'intérêt de gestion de volets, le matin, c'est surtout de profiter des apports solaires le plus possible. C'est important parce qu'un projet qui est performant, c'est un projet qui vit avec ses apports. Et le fait de gérer les volets va nous permettre de gagner des consommations l'hiver, mais ça va permettre effectivement de mieux maîtriser la montée en température d'un logement. Donc, contrairement à ce qu'on pense, un logement, souvent on entend un logement neuf est un logement très inconfortable parce que très chaud, etc. C'est pas tout à fait juste. C'est surtout que l'usager n'a pas encore compris l'intérêt de la gestion de son occultation, donc des volets. Pourquoi ? Parce que effectivement, un projet neuf est un projet performant. Si vous laissez rentrer la chaleur, vous aurez du mal à l'évacuer parce que par définition, elle aura plus de mal à sortir. Donc, il faut vraiment optimiser cette gestion. Donc, si on passe au graphique suivant, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on voit le gain en BBio. Donc, c'est important parce que quand on fait une étude, on a des objectifs de BBio, de CEP et de degré-heure, mais cet objectif de BBio est obligatoire. Et donc, le fait de se dire, par exemple, si je prends l'exemple concret, zone H3, je rajoute une gestion horaire, voire crépusculaire de mon ouvrant, je viens gagner 11,5 points de BBio. Donc, comment on fait ? Aujourd'hui, on a un résultat, on a une étude, on dit, voilà, il faut obtenir un objectif de BBio. Je les ai pas obtenus. Qu'est-ce que je fais ? Je surisole, je mets des automatismes de volet. Et aujourd'hui, ça c'est notre travail à tous, c'est de se dire, mettons les équipements équilibrés. L'erreur qui est souvent faite, c'est de renforcer un bâti qui est déjà très isolé par la réisolation. Non, il faut gérer le paramètre le plus incident, c'est la gestion des volets. Donc effectivement, on voit ici que globalement, sur toutes les régions de France, le fait de mettre de l'automatisme sur les volets va nous faire gagner des points sur le BBio dans le calcul qui va nous permettre d'atteindre l'objectif visé dans le cadre de la conformité RE 2020 sans aller forcément chercher des solutions bulldozer. C'est comme tout. Si vous êtes déjà bon sur un critère, si vous renforcez encore ce critère, vous serez toujours un peu meilleur, mais à un moment, vous saturez. Donc l'intérêt là, c'est de montrer que clairement, vous avez des gains conséquents en mettant de l'automatisme sur la gestion des volets. Quand on regarde la slide suivante, cette fois-ci, c'est sur le CEP. Donc je vous rappelle, le CEP, c'est la consommation ramenée au mètre carré. On voit effectivement que, je vais prendre une région, par exemple H2B, qui est la région un peu référence en France, et cette région médiane, en fait, sur l'ensemble des zones climatiques françaises, on peut gagner à peu près 5 kWh par mètre carré en passant d'une gestion manuelle volet battant à une gestion automatisée des volets. Donc 5 kWh par mètre carré, juste parce qu'on a mis une optimisation de gestion des volets. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est finalement un rendement économique le plus favorable. Le nombre de gains de points par rapport à l'investissement et le confort que pourront apporter ces systèmes est forcément plus qu'intéressant. Quand on regarde dans la slide suivante, cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui est aujourd'hui nouveau, qui fâche beaucoup la région H3. Quand je dis la région H3, c'est celle qui prend la H2B et H3, H2D et H3, pardon, c'est celles qui sont à droite du graphique. C'est que lorsqu'on fait une étude réglementaire aujourd'hui, on vient regarder le nombre d'heures d'inconfort par année. La base, c'est 350 heures, donc c'est le trait pointillé vert, et le maximum, c'est 1250. Entre 350 et 1250, le calcul va automatiquement intégrer un calcul de génération de froid. On considère que ce logement, s'il est en dessous de 350 heures, il n'aura pas forcément besoin d'être rafraîchi. Donc la bonne nouvelle, c'est que la Bretagne, globalement, sera probablement la région la moins impactée pour le besoin de froid. Donc si vous avez des choix d'investissement, je trouve que ça peut être intéressant en termes de confort l'été. Comme tout le monde le sait, la Bretagne est magnifique quand il fait beau. Et effectivement, vous avez des régions qui, par contre, à l'inverse, sont très chaudes. On le voit, la région H2D, H3, je vous rappelle, c'est la région du sud-est. La gestion des volets va nous permettre d'avoir un logement qui redevient conforme. C'est pas pour ça qu'il est confortable, mais on va gagner à peu près 300 degrés heure, donc 300 degrés heure, donc 300 heures d'inconfort
en gérant mieux les volets. Donc, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, cette gestion de volets apporte des gains sensibles sur l'optimisation technico-économique la construction d'une maison, mais également va améliorer sensiblement le confort. Et on verra tout à l'heure que ça passe également par l'éducation des usagers, parce que le vrai sujet, il est là aussi, c'est que on voit que l'hiver, personne n'a idée d'ouvrir grand sa fenêtre quand il fait 5 degrés dehors et qu'il fait 20 avec du chauffage à l'intérieur. Par contre, on n'a pas le réflexe l'été. Il fait 35 dehors, j'ai une maison ou un appartement que j'ai réussi à maintenir à 25 degrés. Je n'ai pas encore tout à fait le réflexe de ne pas ouvrir la fenêtre en tant que tel. Donc, effectivement, la gestion des ouvrants, notamment sur les régions chaudes, est très importante. La première et la précaution qu'il faut prendre, c'est l'occultation. L'apport solaire est conséquent. Cet apport solaire va effectivement générer un apport de chauffage conséquent dans la maison. C'est favorable pour l'hiver. Ça peut être défavorable, fortement défavorable pour l'été, parce qu'effectivement, un logement performant neuf est un logement qui garde ses apports. Il faut vraiment gérer, optimiser. Et dans les régions H3 et H2D, je dirais presque que c'est une faute professionnelle de ne rien mettre. Excusez-moi, Patrice, je vous coupe. On avait dit qu'on gardait les questions pour la fin, mais il y en a une qui est directement en lien avec le propos que vous êtes en train de dérouler. C'est la suivante. Est-ce que le VREC et le VREH sont officiellement définis dans la RE 2020? La méthode parle des produits automatisés, mais sans préciser si celle-ci est crépusculaire ou horaire. Au cas de Sophie, on en a parlé rapidement l'autre jour. Je vais rapidement. Le décret est en cours de finalisation, puisque effectivement, il y a des écarts d'interprétation sur le marché, mais la règle est à peu près définie. Elle est juste à passer les congés le mois de mai pour pouvoir la formaliser. Merci, Patrice. Je crois que c'est à peu près ça. C'est ça. Voilà. Donc, le débat, il faut le clore rapidement parce qu'en fait, le gain entre la VREH, donc horaire et crépusculaire, existe. Mais c'est pas celui qui nous fait le plus gagner. Le gain, déjà, c'est le mettre en gestion horaire. Le crépusculaire apporte un plus, mais c'est en phase de finalisation en termes d'arbitrage. Qu'est-ce qui est crépusculaire et qu'est-ce qui est horaire, effectivement. Autre point important sur la gestion d'automatisme dans la réglementation, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi, la gestion automatique. Bon, aujourd'hui, autant sur les régions H3 et H2D, je vous dis, c'est presque une faute professionnelle de ne pas le mettre en œuvre. Autant de façon générale, nous, on estime qu'il faut mettre cet équipement parce qu'il apporte tellement de gains sur le plan réglementaire, certes, mais également dans le confort de l'usager. Et aujourd'hui, la quasi-totalité par nos systèmes sont connectables. Ça veut dire gestion à distance. C'est tellement important. J'ai tellement vu de nombreuses fois des particuliers fiers de pouvoir piloter leur volet à distance de leur maison parce qu'effectivement, ils sont soit en résidence secondaire, soit parce qu'ils veulent pouvoir soit la protéger contre le soleil parce qu'ils sont oubliés le matin de les fermer avant de partir au travail, ou inversement, de bien les ouvrir pour profiter du soleil qui est arrivé. Il faut forcément les mettre. La tendance est la même sur le collectif, logement collectif, avec une difficulté qui est en passe de se résoudre petit à petit, c'est que il y a moins de volets roulants électriques dans les logements collectifs. Il y en a souvent, mais de façon partielle sur la baie principale. Grâce à la réglementation, on voit une évolution franche. Les équipements de type logement collectif vont vers le volet électrique systématique, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Et on le voit bien que les gains sont quand même conséquents dans les zones climatiques les plus chaudes. Et comme je le répète, c'est presque une faute professionnelle de ne pas penser qu'il faut les mettre. Dernier point, c'est la ventilation naturelle. Donc, les industriels ont commencé à sortir des solutions d'ouverture automatique des ouvrants. Alors, la fenêtre de toit, pour pas citer Velux, puisque c'est quand même le majeur du marché, a déjà les systèmes depuis des années. Maintenant, c'est les mettre en avant. Donc, sur le plan réglementaire, cette mise en avant est relativement faible. Juste passer la phrase d'après. En fait, quand on met en place, quand on prend sur le plan réglementaire l'ouverture automatique des ouvrants, ça n'a pas une grosse incidence sur le résultat. Par contre, l'effet est réel. Donc c'est là, il faut bien distinguer les deux. Le législateur, son rôle, c'est aussi de ne pas survaloriser des équipements parce qu'il y a des conditions derrière. La réalité, c'est que si vous arrivez à automatiser l'ouverture d'un ouvrant en partie basse et l'ouverture d'un ouvrant en partie haute, donc une fenêtre de toit par exemple,
Ça nous arrive de pousser nos clients à mettre une fenêtre de toit, non pas pour l'éclairage, mais par exemple dans une entrée, juste pour faire ce tirage thermique. C'est très efficace. Vous avez un gradient de température qui fait que vous avez un courant d'air qui va s'établir. Et si vous arrivez à faire ouvrir de façon automatique, vous allez avoir un rafraîchissement nocturne qui est une des solutions simples et pour rafraîchir un logement sans coût d'énergie. Et puis effectivement sur le logement collectif, là c'est un petit peu plus complexe. Pourquoi ? Parce que effectivement on n'a pas forcément cette notion de différence de hauteur entre les ouvrants. Ce qui est important, et on le voit bien dans le Pinel Plus par exemple, c'est de vraiment avoir cette conception de logement traversant. Le logement qui devient très inconfortable, c'est le logement qui ne peut pas, qui est en monofaçade et qui va pas pouvoir créer de courant d'air entre deux pièces. Et c'est là où effectivement la conception intervient. Je reprends sur les propos de notre confrère Pouget. La conception des logements doit effectivement être prise en compte. Et dans les régions où cette conception n'était pas forcément la plus conséquente, ça le deviendra. Et un logement qui est non traversant, c'est un logement qui risque d'être très inconfortable. Merci Patrick. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur ces sujets. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez vu dans le 9, on a maintenant, avec la RE 2020, des indicateurs pour traiter du sujet, suivre ces sujets, des solutions qui sont valorisées aussi pour pouvoir les atteindre. On va passer la parole à Alexis Damias pour Somfy et peut-être, Alexis, qu'en est-il côté plutôt parc existant ? Oui, merci beaucoup Anne-Sophie. Alors pour ma part, j'aimerais déjà revenir sur quelques chiffres clés sur la climatisation, si on peut passer à la première slide. L'Agence internationale de l'énergie estime que la demande en climatisation va croître 8 fois plus vite d'ici à 2050 que la demande de chauffage sur les 30 dernières années, donc les chiffres sont conséquents. Et cette tendance, elle est déjà observée par l'ADEME en France, donc le taux d'équipement en climatiseur dans le secteur résidentiel est passé de 14% à 25% en seulement 4 ans, donc entre 2016 et 2020. Et un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est le type de climatisation installée. En 2020, EDF avançait le chiffre de 3 millions d'unités pour les climatiseurs mobiles. Vous savez, ces climatiseurs avec le tuyau qui sort par une fenêtre ouverte et qui rejette de l'air chaud. Donc, ça représente un tiers du parc, 3 millions d'unités. Mais en logement collectif, ces climatiseurs mobiles représentent 62% des équipements selon l'ADEME, très, très largement devant des climatiseurs qui sont plus efficients, comme les climatiseurs monosplit, 26%, et les pompes à chaleur performantes et pilotables, 12%. Donc, on a face à nous, en tout cas dans le logement collectif, mais pas que, une véritable bombe à retardement. L'idée, c'est évidemment pas d'opposer les solutions. Donc, la climatisation, elle est nécessaire pour aider les publics les plus fragiles à faire face à des températures élevées. On l'a vu avec les cartes qui ont été présentées par Pouget. Mais envisager le recours à la climatisation comme seule réponse à la hausse des températures, c'est un non-sens environnemental et économique. Donc, il faut adapter les bâtiments existants au changement climatique, mais aussi repenser nos méthodes de protection contre le rayonnement solaire et le rafraîchissement. Et si les choses sont effectivement différentes dans le neuf, comme l'a très bien rappelé mon confrère d'énergie, si on peut passer à la suivante en termes de slide, la réglementation dans le neuf donc prend correctement en compte cette problématique en favorisant une conception bioclimatique du bâtiment et une gestion pilotée des solutions. Le problème, c'est que 80% du parc qui existera en 2050 est déjà construit. Donc, on risque d'avoir très rapidement des bâtiments qui seront inhabitables en été. Et j'aimerais d'ailleurs saluer le rapport Paris à 50 degrés présenté il y a quelques semaines, fin avril, au Conseil de Paris, parce que c'est le premier document public qui vient parler d'habitabilité d'été plutôt que de confort d'été et a appelé explicitement à inclure ce que l'on appelle, nous, la sobriété d'été dans la réglementation pour les bâtiments existants. Pour donner quelques exemples assez concrets sur le fait que la sobriété d'été n'est pas prise en compte dans la réglementation à l'heure actuelle. Donc, dans le DPE, le traitement du confort d'été est très, très basique. On a uniquement de l'information sur le fait que le logement est traversant ou non, s'il est équipé d'occultants ou non, sans savoir quel est le type d'occultant utilisé et quel est le mode de gestion. Donc, est-ce que c'est manuel, est-ce que c'est motorisé, est-ce que c'est automatisé? La sobriété d'été, elle ne figure pas non plus dans la méthode de calcul de ce DPE. Donc, il n'y a aucun gain de classe énergétique si l'on adapte son logement aux vagues de chaleur, ce qui est assez problématique. Et de la même manière, il n'y a rien dans les aides à la rénovation pour les particuliers. Donc, je parle de MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie, de l'éco-prêt à taux zéro, ni pour les entreprises ou les collectivités. Donc, il y a une seule exception à cela en termes de territoire. Ce sont les départements et les régions d'outre-mer où certaines solutions passives, les protections solaires et les brasseurs d'air en forte partie, sont mises en avant.
Donc, une piste possible pourrait être d'introduire un critère de température intérieure à partir de laquelle un logement n'est plus considéré comme étant décent, comme c'est le cas avec le chauffage pour la partie hiver. Une autre piste, peut-être plus simple à mettre en œuvre, pourrait être de faire évoluer la réglementation thermique pour les bâtiments existants en intégrant une brique sur la sobriété d'été. Et d'ailleurs, on a quelques éléments qui peuvent donner un petit peu d'espoir là-dessus et qui sont à saluer. C'est notamment le cas du nouveau projet de label BBC Rénovation des Finergies qui nécessite la mise en place de protection solaire extérieure. Donc, voilà, on a un certain nombre de solutions qui existent et qui sont éprouvées depuis un certain nombre d'années, que ce soit pour éviter la surchauffe, mais aussi pour le refroidissement passif des bâtiments. Donc, concernant la surchauffe, comme mon confrère d'énergie l'a très bien rappelé, les protections solaires, donc les volets, les stores, les brise-soleil orientables, permettent de bloquer jusqu'à 90% de la chaleur émise par le soleil, de limiter, voire éviter le recours à la climatisation. Et je vais prendre un exemple assez concret avec les deux photos qui sont à la droite de l'écran. Donc, c'est dans la ville de Poissy, en Île-de-France. La mairie a fait installer 616 stores motorisés sur ses 13 écoles avec deux objectifs principaux. Le premier, maintenir une température confortable en été et éviter l'installation de la climatisation pour le second. Donc, le résultat est très, très parlant. On a, avec une température extérieure à 38 degrés, un 30 juin, en intérieur, dans une salle de classe équipée, 26,9 degrés et 32 degrés dans une salle non équipée. Donc, on a 5,1 degrés de décalage. La ville estime que l'utilisation de la climatisation dans ces bâtiments aurait nécessité 301 000 kWh d'électricité chaque année si elle avait été installée. Au tarif actuel, pour vous donner une idée, ça représente une économie de 90 000 euros pour le budget de la commune, donc ce n'est pas neutre aussi en termes d'économie. Et vous le voyez sur la photo, la toile utilisée est totalement opaque depuis l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, on voit l'extérieur, on voit une certaine luminosité, donc on n'est pas enfermé, on n'a pas la sensation de vivre dans le noir. Ces bénéfices-là, ils sont valables pour une solution qui est motorisée. Par contre, il serait sans doute encore plus important si ces solutions étaient automatisées et pilotées. Quand les protections solaires sont manuelles ou motorisées, elles sont généralement peu ou mal utilisées. Et l'automatisation permet justement d'optimiser leur fonctionnement en permanence pour gérer cet apport solaire et lumineux. Elle protège en plus de la surchauffe lorsque les utilisateurs sont absents. Et pour l'appliquer au cas de l'école en question, le mercredi après-midi, le samedi ou le dimanche, le soleil continue à taper. Et une automatisation des protections solaires permettrait justement d'augmenter les bénéfices qui ont été mesurés sur ce site. En termes de solutions de rafraîchissement, pour aller sur cet angle de sobriété d'été et réduire ou éviter les consommations de climatisation, les brasseurs d'air permettent de réduire la température ressentie par les habitants d'un logement jusqu'à 3 degrés. Ils sont plutôt bien développés dans les départements et régions d'outre-mer. Ils sont également favorisés par la RE 2020 en métropole, mais uniquement pour le neuf. Donc, l'occupant aura la sensation qu'il fait plus frais. Il n'y aura pas forcément d'impact sur la température réelle, mais ça favorise la circulation de l'air et donc l'occupant ressent du froid. Le deuxième élément, et comme l'avait très bien dit Patrice Lenormand, c'est la ventilation naturelle et le tirage thermique. Donc ça, c'est la solution la plus connue pour rafraîchir et c'est un geste de bon sens. Quand il fait plus frais en extérieur, on ouvre sa fenêtre tout simplement pour évacuer l'air chaud. Par contre, cette solution simple, elle n'est efficace que si les occupants ouvrent les fenêtres lorsqu'il fait plus frais à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'automatisation permet de garantir justement cette efficacité. Le gain peut aller jusqu'à 5 degrés et ça a été mesuré in situ à la fois par l'école des mines ParisTech et le groupe Velux. Enfin, ces solutions passives, elles peuvent être complétées avec des climatisations efficientes. Ces solutions, elles peuvent aussi être pilotées comme le chauffage en hiver pour fonctionner en synergie avec les autres solutions et s'adapter à l'utilisation réelle du bâtiment. Donc, ça permet d'éviter des aberrations, type climatiser un espace à 22 degrés si les usagers sont absents et que le soleil frappe directement sur les baies vitrées. Donc, avec un pilotage automatisé et centralisé du logement ou du bâtiment, on peut justement avoir à la fois une protection des baies vitrées, un fonctionnement de la climatisation lorsque c'est nécessaire et adapté aux usages, et également profiter d'un tirage thermique nocturne en coupant la climatisation la nuit pour rafraîchir le bâtiment si la température extérieure est plus fraîche que la température intérieure. Et je conclurai rapidement sur deux aspects qui sont pour nous, en tant qu'industriels, extrêmement importants. Le premier, c'est l'impact carbone. Donc les solutions connectées, il faut le rappeler, ont un bilan positif
parce qu'elles permettent d'éviter plus d'émissions carbone qu'elles n'en produisent. Cet impact positif, il se mesure par rapport aux réductions des besoins de chauffage en hiver, mais aussi de refroidissement en été. Donc, quand on parle de sobriété, il faut évidemment parler d'été également quand on parle de sobriété d'hiver. Et je ne peux pas parler pour l'ensemble des industriels et des solutions, mais chez Somfy, Carbone 4 a mesuré et évalué nos solutions connectées comme permettant d'éviter 3 fois plus d'émissions carbone qu'elles n'en produisent sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le deuxième aspect, c'est la simplicité. Si on impose la sobriété ou des solutions qui sont très efficientes mais qui ne prennent pas en compte l'usager, ce dernier ne va pas les utiliser. Donc, nous menons de très nombreuses expérimentations, mais j'aimerais simplement évoquer celle qui est menée dans le cadre du projet Rénoptim, qui est porté par le CSTB et l'Union sociale pour l'habitat pour adapter le logement collectif au confort d'été. Une partie de l'expérimentation, au-delà des mesures des gains liés aux automatismes, vise à étudier l'usage réel des solutions implémentées, notamment par un public qui en a hérité et qui n'a pas forcément fait le choix de les installer. L'idée derrière, c'est de pouvoir continuer à améliorer nos solutions connectées et de coller au plus proche des besoins des usagers et de leur permettre de bien utiliser les solutions dans de bonnes conditions. Et surtout, et je conclurai là-dessus, c'est de permettre aux utilisateurs, quels qu'ils soient, de réaliser des éco-gestes sans avoir à y penser. Merci beaucoup, Alexis. C'est très clair. Je pense que ça va susciter pas mal de réactions et de questions tout à l'heure. On va juste terminer le tour de table avec Paul Rimbaud, un intégrateur, donc dirigeant de la société CEBAT2, qui va concrètement nous dire comment lui, il intègre tout ça au jour le jour dans son quotidien sur le terrain. À toi, Paul. Bonjour à tous. Je commencerai ma présentation par un rappel de qui est la FFIE. Donc, la FFIE, c'est 7700 adhérents sur le territoire français. On représente 50% de la masse salariale, avec un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. Donc, le sujet de la transition énergétique est un sujet qui nous préoccupe énormément. On a déjà mis beaucoup de choses en marche pour les économies d'énergie cet hiver. Et maintenant, pour la partie été, on est vraiment confronté aussi à un autre souci, puisqu'on rencontre, si on peut passer au deuxième slide, s'il vous plaît, on rencontre des freins que l'on a déjà rencontrés aussi dans l'évolution des économies d'énergie à faire cet hiver, qui sont une mauvaise image, enfin une image assez ancienne de la domotique des années 80 qui est restée un petit peu dans la tête des gens, où on avait des solutions qui étaient relativement onéreuses, compliquées à mettre en place, et ça génère vraiment un frein. Derrière, il y a aussi des idées préconçues des coûts, parce que les gens faire des dépenses relativement importantes pour peu de gains, ils n'y voient pas bien l'intérêt. Et puis, il y a aussi le vertige de l'inconnu, où on ne sait pas bien justement où nos clients ils vont, parce que la mesure, on ne l'a pas tout de suite, on l'a assez longtemps après. Alors, je pense que là, on a vraiment des leviers importants qui vont nous permettre de pouvoir mettre tout notre savoir-faire et toutes nos compétences au bénéfice des utilisateurs et de nos clients. Bien sûr, la flambée de la facture énergétique que l'on a pu voir au début de l'hiver, qui a fait prendre conscience aux gens qu'il y avait vraiment une nécessité de mettre des choses en place pour pouvoir économiser l'énergie. Et puis aussi prendre conscience qu'il fallait être très, très présent sur l'accompagnement de l'humain. Comme disait Alexis, l'humain aujourd'hui, il est primordial de le sensibiliser et de l'accompagner, de lui donner des outils qui sont simples d'utilisation. Si on peut passer au troisième slide, s'il vous plaît. Donc, notre rôle d'intégrateur électricien, donc, il est clair que c'est sensibiliser l'humain, parce que pour nous, l'humain est au cœur du dispositif. S'il n'est pas sensibilisé avec un conseil et des offres qui soient efficaces et faciles à mettre en œuvre et faciles à utiliser, ça sera compliqué. Alors, on a réussi sur la partie économie d'énergie pendant la période d'hiver. Le résultat qui a été indiqué tout à l'heure par Anne-Sophie de l'économie des 8% que l'on a fait, ils sont pour quelque chose, parce qu'on a vraiment, on avait déjà les outils techniques qui existaient chez nos clients, mais ils ne le s'étaient pas appropriés.
Et c'était un vrai, enfin, c'était compliqué, quoi. Donc, si on met des outils en place et puis que les gens ne voient pas l'intérêt de ces outils-là, on perd la bataille. Alors, là, aujourd'hui, on a des matériels qui sont faciles à installer, qui nous permettent de faire du pilotage à distance et de facilité à utiliser, enfin, qui sont plus faciles à utiliser. Ça va nous permettre de pouvoir accompagner mieux les clients si on peut passer au 4e slide, s'il vous plaît. Voilà, de pouvoir réaliser des installations qui seront, je dirais, plus pérennes, qui seront évolutives aussi, parce que c'est pas le tout de faire des installations performantes, mais il faut aussi qu'on puisse évoluer avec la vie du bâtiment, avec la vie aussi des occupants. Prenez aussi une utilisation raisonnable, parce qu'il faut éviter que les gens puissent modifier des consignes que l'on aura définies pour pouvoir rendre le bâtiment performant. Le cadrer aussi par rapport à des consignes où on va lui laisser quand même la possibilité de déplacer sa consigne de température, mais en le gardant en le gardant bien dans un cadre où il n'abuse pas ni en baisse ni en augmentation. Voilà, donc tous ces systèmes-là font que l'humain, il est très important. Il faut vraiment qu'on ait un outil, nous, à mettre en œuvre, facile à expliquer, facile à présenter aux clients, avec des coûts qui ne sont pas exorbitants, parce que sinon, on va perdre on ratera ce déploiement-là. Et ça nous permet, nous aussi, derrière, de pouvoir accompagner les clients en mettant en place des contrats de maintenance, parce que ces installations-là nécessitent aussi une maintenance pour avoir un vrai suivi et un vrai retour de bénéfices de nos installations. Voilà, je finirai là-dessus. Merci beaucoup. On vient de finir notre premier tour de table, j'ai envie de dire. On va peut-être, pour vous laisser le temps de poser des questions, poser une première question nous-mêmes à nos intervenants. Moi, ce que j'ai envie de vous poser, c'est, on a vu, les enjeux sont extrêmement importants sur ces sujets. On a des solutions. D'après vous, quelle serait la mesure ou le truc à faire pour faire bouger les lignes sur ce vais poser la même question à tout le monde et peut-être commencer par Patrice. Patrice, micro. Alexis a évoqué quelque chose d'important, c'est que on voit que quand le législateur intègre un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'automatiser, ça permet de faire avancer les systèmes. Aujourd'hui, nos clients qui sont promoteurs ou constructeurs de maisons voient parfois les systèmes d'automatisme, et là, Paul l'a bien dit, un peu avec l'image des années, je dirais pas des années 80, des années 2000. Avec FX, on a travaillé sur un certain nombre de sujets. C'est beaucoup plus récent que ça, où effectivement, on assimile à tous ces systèmes un désemmerdement. Et au final, ça a été corrigé parce que les industriels ont beaucoup travaillé. Paul, qui travaille sur ces sujets comme FX depuis des années, on avait des systèmes un petit peu compliqués, chers. Aujourd'hui, on a des infrastructures légères, peu coûteuses et qui sont simples à utiliser via les smartphones. Aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, effectivement, c'est via le DPE, pouvoir valoriser ces éléments. Et là, Alexis a très bien dit ce qu'il fallait dire, c'est que on ne prend pas en compte encore les DPE parce que comme la réglementation thermique dans le neuf, on part de tellement loin que pour l'instant, on a mis les premières strates, qui sont les strates, il faut isoler. Il faut mieux isoler les bâtiments. Bientôt, on va arriver à la strate, il faut aussi les rendre perméables, étanches à l'air, parce que c'est bien de mettre des bons matériels, mais si c'est mis dans quelque chose qui fuit de partout, ça sert à rien. Et maintenant, il faut aller sur la strate supplémentaire, c'est comment, dans le DPE, on peut valoriser ces systèmes qui sont des vrais systèmes d'amélioration dans des bâtiments performants. Je crois que ça, c'est une mesure sur laquelle il faut se battre. Et quand je dis ça, c'est que les syndicats professionnels qui sont en relation avec les instances gouvernementales, là, c'est notre bataille à tous. Il faut intégrer ces systèmes. Ça fera encore avancer plus la machine. Et il y a un moment où, effectivement, il est nécessaire de le valoriser via les gains réglementaires. Alexis, même question? Oui, alors je rejoins totalement Patrice sur son analyse. Moi, je rajouterais peut-être 2 points supplémentaires. Le premier, c'est peut-être que le sujet est tout simplement très peu appréhendé dans le discours public à l'heure actuelle. On revoit avec la présentation du plan de rénovation des écoles qui date de mardi matin.
On parle d'isolation et de changement de chauffage et de désimperméabilisation des cours d'école, mais en termes d'adaptation au confort d'été, les protections solaires ou d'autres solutions passives ne sont absolument pas mentionnées. Et on le voit avec l'exemple de la ville de Poissy, il y a quand même des gains qui sont substantiels à mettre en place ce type de solution, et d'autant plus si elles sont automatisées. Et le fait que ce ne soit pas répercuté dans le discours public, c'est quelque chose que je trouve assez problématique. Le deuxième point, c'est sur l'absence de l'ensemble de ces solutions passives dans les aides à la rénovation, que ce soit dans MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Je vais peut-être m'attarder sur ce deuxième point en particulier, puisqu'il y a aussi des aberrations réglementaires. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est impossible de valoriser une solution passive comme permettant d'éviter l'utilisation de la climatisation et d'éviter les consommations électriques liées à cette climatisation fictive. À l'heure actuelle, donc, il est impossible de créer des fiches C2E qui permettent de faire cela. On va se concentrer sur un bâtiment qui est déjà climatisé, et cette aberration réglementaire-là, elle va potentiellement pousser des gens à s'équiper en climatisation avant même de mettre en place ou de penser à mettre en place des solutions passives. Donc voilà, c'est les deux points que je souhaite mettre en avant en conclusion. Paul, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça bouge? Pour que ça bouge, il faut que nos donneurs d'ordre publics et nos bureaux d'études, d'abord les donneurs d'ordre publics, ils puissent aussi avoir des moyens et qui mettent les moyens sur la table pour pouvoir faire ces économies d'énergie. Je pense qu'ils ont vraiment été sensibilisés avec ce qui s'est passé cet hiver. Ils ont été très attentifs. Alors sur le confort d'été, ils ne sont pas encore bien sensibilisés parce qu'ils s'imaginent que voilà, on consomme beaucoup l'hiver, et comme il a été déjà évoqué lors des précédents propos, la consommation d'été va être de plus en plus croissante. Parce qu'on va avoir, comme on le disait, aujourd'hui on va travailler la coque du bâtiment pour l'isoler thermiquement, mais cette isolation-là va faire qu'on va éliminer énormément de ponts thermiques, on va rendre des bâtiments relativement très étanches, et si derrière on n'automatise pas les volets roulants électriques, si on n'automatise pas le renouvellement d'air, si on peut placer de la VMC double flux, c'est l'idéal. Mais si on n'automatise pas tout ça, on va se régénérer des problèmes qui seront les problèmes de surchauffe des bâtiments et d'inconfortabilité des occupants. Donc, il faut vraiment que notre rôle, nous, installateurs, intégrateurs électriciens, c'est d'accompagner nos clients, de tout de suite les sensibiliser, leur faire des propositions de solutions automatiques, connectées, simples à mettre en œuvre et à des prix relativement très abordables, parce que, encore une fois de plus, le coût de l'énergie fait aussi que les gens ont de moins en moins de moyens pour pouvoir investir sur ce type de technologie-là. Donc, il faut des choses simples, efficaces à mettre en œuvre. Allez, je finis le tour de table avec Tom et Julien. Si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour qu'on puisse prendre en compte mieux ces sujets de sobriété d'été? Je rejoins déjà ce qui a été dit jusqu'ici. Moi, j'insisterai sur deux points. Le premier, c'est que on parle beaucoup d'embarquer la performance lorsqu'on fait des travaux de réhabilitation énergétique, mais je pense que du coup, il faut embarquer aussi les enjeux d'adaptabilité. Et il me semble aujourd'hui que il n'y a pas, quand on réalise des travaux et réhabilitation énergétique sur la partie isolation et même système de chauffage, on n'embarque pas assez tout ce qui va être embarqué, enfin les solutions de traitement du risque de surchauffe. Et donc peut-être que, aujourd'hui on dispose quand même d'un réseau qui est là pour conseiller les ménages en termes pour la réduction des factures énergétiques, donc le réseau des espaces France Rénov', qui aujourd'hui, à mon avis, est pas assez sensibilisé à cet enjeu, et pas assez sensibilisé non plus sur les solutions. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de discours qui sont portés sur la question du confort d'été, et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment cadrées et on a vraiment justifié finalement. En tout cas, je trouve que le discours s'appuie sur beaucoup de contre-vérités, qu'il faudrait avoir un vrai discours sensé, que
espaces France Rénov soient aussi là pour sensibiliser à toutes les solutions qui permettent d'amener du confort passif au moment de la réhabilitation énergétique. Merci. Je vous propose qu'on a en fait plutôt un commentaire dans les questions qui évoquait l'enjeu des copropriétés et des règlements de copropriété où effectivement on a encore des règlements qui interdisent en fait les volets. Donc effectivement ça fait partie des points où il faut qu'on arrive à faire bouger ces règles comme on a pu faire bouger les règles sur les parties isolation. Et puis on a une autre demande aussi dans le chat de réexpliquer côté Pouget sur la période, sur le sujet des fortes chaleurs. Vous vous souvenez, on a la slide qui est un peu compliquée à comprendre. Pourquoi on a plus de jours à 35 degrés en 2030 qu'en 2050. Donc peut-être si on peut revenir au slide en back-office. Et puis, je vous laisse redire 2 mots là-dessus, côté Pouget. Finalement, c'est ce qu'on appelle la réalité climatique. En fait, on est sur un indicateur qui est assez extrême puisqu'on regarde les températures qui dépassent 35 degrés. Finalement, on n'en a pas tous les jours, voire assez peu. Et finalement, on regarde un horizon qui est vraiment, assez proche dans ce tube puisqu'on utilise l'horizon, le plus grand horizon, c'est 2050. Et en fait, d'ici 2050, on soit en RCP, donc peu importe les scénarios qui soient pessimistes, très optimistes, finalement, on a un nombre de jours où on dépasse 35 degrés qui est assez faible. Et ça crée quelque chose, bon, c'est un peu, c'est normal, c'est assez contre-intuitif, c'est le fait que il suffit que dans une projection climatique, les projections climatiques, elles sont issues de simulations qui parlent de modèles climatiques. On simule, le modèle simule un événement chaud qui peut arriver, mais en fait, c'est de la probabilité. On est toujours sur la statistique quand on parle de projection climatique. Il peut y avoir un événement qui est chaud, par exemple, et donc là, c'est le cas de nos projections climatiques, où on va avoir entre 2030 et 2040 un événement assez chaud qui augmente très fortement le nombre de jours pour laquelle la température dépasse 35 degrés sur quelques années entre 2030 et 2040. Et ça fait augmenter très fortement la moyenne puisqu'on fait des moyennes sur 2020, sur 21 ans. L'objectif de ça, c'est justement pour éviter la variabilité entre année par année. Si on regardait année par année, en fait, on aurait des choses, ce serait pas très utilisable. Donc, on fait une moyenne pour les horizons. Mais même en faisant cette moyenne, puisqu'on est sur un indicateur on avait les valeurs quand on faisait montrer, sur vraiment les projections horizon proche, moyen et lointain. En horizon proche, on était sur vraiment un nombre de jours où on dépasse 35 degrés qui est très faible. Et donc, finalement, on est très sensible à un événement simulé important. Voilà. Donc, si je reformule autrement dit, on a notre événement de crue centenale qui est là, notre pic de chaleur centenale ou décennale qui tombe en fait sur la période de la moyenne 2030 et c'est pour ça qu'on a cette cartographie qui est plus importante en fait que 2050. Exactement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées. Du coup, François-Xavier, du coup, la parole est à toi. Eh bien, c'est parfait. D'abord, moi, je voudrais remercier tous les intervenants parce que il y a énormément de travail et de professionnalisme. Il y a pas beaucoup de slides, hein. On a fait une présentation très très synthétique, mais chaque slide est une mine d'informations. Donc voilà, pour répondre à une des questions, on va évidemment vous envoyer tous ces slides, puis vous pourrez contacter les différents intervenants si vous souhaitez aller plus loin. Alors, bon, je vais peut-être pas conclure, on va peut-être revenir, et peut-être que Anne-Sophie, tu auras peut-être des commentaires également, mais si je reprends un petit peu les différents propos, bon, d'abord, il y a ce constat qui est inquiétant. Alors moi, je suis en Bretagne, hein, je suis vraiment tranquille, je suis content, là, j'ai appris quelque chose et je peux y rester, mais c'est inquiétant, notamment dans cette partie sud-est où on a les solutions, on le voit, hein, c'était extrêmement évident avec la présentation de Patrice, mais je suis pas sûr que la prise de conscience soit au rendez-vous. Donc, plus on perd de temps et plus aujourd'hui on continue de rénover à grande échelle et de construire des logements, on n'est pas encore, on ne tient pas encore compte de ces scénarios en fait au stade où on parle.
Donc ça, c'est plutôt inquiétant et on doit évidemment en prendre compte très rapidement. Je crois qu'on a gagné la bataille de l'hiver avec tout ce qui s'est passé. Dans le neuf, en tout cas, parce que je vois Anne-Sophie dans le neuf, la RE 2020 et bon, tout ce qu'on fait au niveau du bâti, etc. Plus, et là je reviens à tes chiffres, Anne-Sophie, cette explosion, parce qu'on peut presque parler d'explosion et puis la loi qui va de toute façon imposer ces thermostats. Je pense que sur l'hiver, on va y arriver petit à petit. La prise de conscience est là pour le coup au rendez-vous. Évidemment, nous, on voudrait que soit plus qu'un thermostat sur 2 qui soit connecté. Donc, il faut aussi accélérer et expliquer pourquoi le connecté a de la valeur en hiver et pourquoi pas en été d'ailleurs, hein, puisque on l'a vu avec Alexis, on doit aussi piloter et puis arbitrer des choses au niveau du logement l'été. Mais voilà, sur la partie des solutions, donc je vais reprendre les mots très forts de Patrice. Hein, moi, je retiens cette phrase, hein, la faute professionnelle. C'est très fort et il représente aussi les bureaux d'études, donc il représente tous ses confrères. Ça part des architectes, hein, puisque c'est souvent aussi les architectes qui doivent impulser ça très tôt quand ils vont eux choisir des bureaux d'études. Il faut éviter ces fautes professionnelles et donc c'est pas très compliqué. Hein, il faut prévoir une gestion intelligente des occultations. Donc là, dans le neuf, c'est écrit, c'est net, précis. Dans la rénovation, voilà, là il y a beaucoup de discours à faire passer, beaucoup de messages à faire passer. J'ai compris que les promoteurs, moi je le perçois pas encore sur le terrain, donc j'espère que ça va vraiment être au rendez-vous, que les promoteurs vont généraliser les volets roulants électriques. Ce qu'il faut, c'est que les bailleurs, quand ils font des grosses rénovations, le fassent aussi, parce que ça c'est pas du tout le cas. Moi, je vois encore des manivelles. Hein, on est en 2023. Je peux vous assurer que je vois encore des manivelles dans des grosses rénovations. Hein, donc là, il y a des aberrations. Je trouve ça très intéressant la notion de ventilation naturelle. Moi, j'ai longtemps parlé de surventilation nocturne. Je trouve ça très intéressant. On a entendu parler de bon sens aussi. Hein, je crois que c'est Alexis qui a parlé de bon sens. Moi, j'aime beaucoup la notion de numérique au service du bon sens. C'est-à-dire on se fait pas plaisir en mettant du numérique. On répond à des besoins de bon sens. Et là, je reprendrai 2 exemples qui me frappent souvent. C'est ce qu'on fait dans des pays très chauds, hein, notamment ce qu'on appelle les tours à vent. J'ai eu l'occasion de travailler sur des projets comme ça et je trouve ça super intéressant. Avec l'exemple que prenait Patrice de surventilation, partie haute, partie basse, ça me fait un peu penser à ces tours à vent, en fait. Hein. On recrée des tours à vent. Alors, sur des fenêtres de toit, on voit assez bien comment on va faire. En partie basse, c'est pas évident d'automatiser des ouvrants. Donc là, on peut imaginer des notions d'imposte. Hein. J'ai vu des projets avec des impostes motorisés au-dessus d'ouvrants. Ça marche très bien. Parce que, évidemment, en domotique, si on ouvre une ouverture en partie basse, on va avoir des problèmes, ne serait-ce que de sécurité et d'intrusion dans la maison. Donc, faut quand même imaginer des choses plus efficaces. Et le deuxième exemple, et ça, Patrice, ça va te rappeler des souvenirs, c'est la notion de puits provençal. Il y a un moment où on doit reprendre un peu ce qu'on faisait de façon séculaire, hein, si on reprend Pompéi, c'était il y a plusieurs siècles, et il y avait déjà cette notion de puits provençal, qu'on appelle puits canadien l'hiver, mais en été, on va parler de puits provençal, et couplé avec de la ventilation double flux, c'est des choses qui ont des résultats extraordinaires dans certaines zones géographiques. Et donc, si on prend le sud-est, on pourrait imaginer dans les maisons individuelles, et puis on le voit aussi hein, dans des projets collectifs. Hein, on commence à voir des projets collectifs sans chauffage. On commence à voir des projets collectifs. Je pense à un projet à Grenoble notamment, avec de la ventilation extrêmement performante. Et ben ça, couplé à cette logique de puits provençal, on pourrait avoir des résultats assez extraordinaires. Donc la notion de bombe à retardement, donc ça, je vais reprendre aussi le terme d'Alexis. Hein, c'est fort comme terme. Un grand nombre de logements vont devenir inhabitables l'été. Dire ça, c'est pas neutre hein, comme phrase. Donc là, on risque de voir
une explosion du nombre de climatiseurs dans nos logements. Et souvent, Alexis l'a bien rappelé, des climatiseurs pas du tout performants. Donc là, il y a beaucoup de travail. Et c'est déjà nous, collectivement, tous les professionnels qui sont autour de la table, là, travailler sérieusement pour éviter ça et concevoir le plus de projets possibles avec ces solutions intelligentes. J'ai appris aussi, alors, bon, évidemment, la notion de volet roulant. On a beaucoup parlé de volet roulant. On n'a pas beaucoup parlé de store. Il y a des BSO, il y a des stores extérieurs, il y a des stores intérieurs. Là, j'ai vu des stores extérieurs assez intéressants, non opaques de l'intérieur. Parce que ça, on nous oppose souvent ça, en fait. C'est bien beau votre truc, mais on va pas travailler, on va pas vivre dans le noir, quoi. Donc voilà, ça, c'est des choses intéressantes. D'ailleurs, il y avait une question Alexis, tu peux répondre dans le chat. Il y avait une question sur la marque de ces stores. Donc c'est intéressant. Il y a aussi ces brasseurs d'air, parce que ça, c'est RE2020 a introduit cette logique de brasseur d'air. On le voit beaucoup à l'étranger. On le voyait pas du tout en France. Et ça fait un nouvel équipement à prendre en compte pour les domoticiens. Donc ça, c'est toujours satisfaisant. Il y a des choses à faire. Il y a énormément d'automatismes à gérer aussi avec ces brasseurs d'air, même si c'est pas passionnant en termes de résultats, mais en termes de confort perçu, c'est intéressant. Je continue avec Paul sur la notion de sensibilisation. Je crois que on n'a peut-être pas assez parlé d'humain dans notre matinale. C'est vraiment important de rappeler que on peut mettre les meilleures solutions techniques dans un bâtiment. Si on n'a pas travaillé sur l'humain, il ne se passe rien. Donc voilà, là il y a ce rôle de tous les AMO, de tous les gens qui font du conseil dans les bureaux d'études, de tous les architectes, tous les gens qui sont au contact. Et évidemment, c'est les gens de la FFIE qui sont sur le terrain, qui auront le plus de contact avec ces utilisateurs, qui vont devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie. Et puis, j'ai bien aimé sa phrase sur l'accompagnement en termes de conseils, de qualité des devis, de solutions simples et efficaces. Et puis, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps, cette notion de contrat de maintenance. Tout le monde a compris maintenant sur les chaudières qu'il fallait les maintenir. Donc voilà, là on avance. Par contre, tout ce qu'on a dit là sur ces solutions intelligentes, déjà il faut les mettre au point. Et ça, c'est pas toujours simple. Il faut un peu de temps pour les mettre au point. Et surtout, il faut les expliquer. Et puis il faut les maintenir. Donc là, j'ai vraiment apprécié cette phrase sur la notion de contrat de maintenance de ces solutions intelligentes qui vont évidemment être primordiales. Alors, sur les choses à changer, si j'ai bien compris, globalement, sur le 9 et la RE2020, on y est presque. Il y a quand même un débat là qui est pas clos, donc qu'il va falloir très vite clore pour que le décret soit précis et qu'on puisse travailler, qu'on puisse permettre au bureau d'études de travailler très concrètement. Et je pense que le travail qu'a fait Pouget, le travail qu'a fait Patrice avec ces simulations dans toutes les régions de France devrait être envoyé immédiatement à tous les bureaux d'études de France. Parce que, et surtout évidemment dans le sud-est, parce que ouais, je sais, c'est payant, tu peux monnayer ça, franchement ça a de la valeur, et je suis sûr que ça sera repris parce que ça démontre en fait, on percevait évidemment l'intérêt, mais là il est démontré, donc dans ces régions du sud-est, ça devient évidemment évident. L'histoire des C2E, donc là, encore un mot très fort de la part d'Alexis, une aberration réglementaire. Donc, il faut travailler là-dessus. Aujourd'hui, donc si je résume, on pousse les gens à s'équiper en climatiseur avant de penser à installer des solutions passives et connectées ou au moins intelligentes. Sur le DPE, donc là, cette brique qui manque sur la sobriété, il faut trouver un moyen au moins au niveau pédagogique, d'expliquer que on peut valoriser les solutions connectées pour cette sobriété d'été. Et puis, je sais plus qui parlait je crois que c'est encore Alexis, sur la notion d'invisibilité du sujet, en fait. Quand on dit c'est pas assez répercuté dans le discours public, moi j'irais plus loin, c'est que c'est invisible, en fait. Donc là, je crois que Ignace, le Gimelec a vraiment beaucoup de pédagogie à faire au niveau du discours public. Et je pense que le slide qu'on voyait sur l'impact carbone positif peut nous aider énormément, parce que le contre-argument qu'on entend tout le temps, c'est bien beau vos solutions intelligentes et connectées, mais ça a un impact
en termes de bilan carbone, etc. On voyait, grâce à ce petit slide très simple de la maison, là où on voyait une part beaucoup plus verte que rouge, l'impact carbone de toutes ces solutions connectées est positif. Donc ça, il faut le démontrer. Là, on le perçoit et il y a des chiffres. Maintenant, il va falloir le démontrer à grande échelle pour pouvoir réconcilier en fait les gens qui prônent des solutions de développement durable et qui sont presque fâchés avec les solutions intelligentes. Non, il faut réconcilier ces deux mondes en fait. Le numérique est au service du développement durable. Et donc là, si on démontre que l'impact carbone est positif, ça nous aidera évidemment énormément. Donc voilà, je pense que le dernier point, c'est sur la notion d'automatisme. L'intelligence est plus efficace que la surisolation. Donc c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on a complètement perdu. C'est une bataille qu'on avait perdue, hein, il faut le dire. Il suffit de voir les budgets qui sont mis hein, quand on rénove un logement dans le parc des bailleurs sociaux, par exemple. On parle de 35 à 50 000 euros par logement pour leur rénovation. Et tout ce qu'on met dans ces 35 ou 50 000 euros, ce sont des solutions passives de surisolation parfois, hein. En tout cas d'isolation par l'extérieur notamment. Et ça, il faut réconcilier aussi tous ces bailleurs sociaux avec ces solutions d'intelligence. Et je pense que ça devrait alimenter les travaux de la commission d'enquête actuelle là, sur ce sujet-là. Et je pense que tu pourrais presque finir là-dessus, Anne-Sophie, parce que je l'ai appris hier et c'est un sujet que j'avais pas trop vu passer, mais ça pourrait donner une belle conclusion à notre matinale. En tout cas, merci à tous. Et Anne-Sophie, si tu veux dire un dernier mot là-dessus. Oui, en tout cas, on devrait être auditionné dans le cadre de cette commission d'enquête du Sénat sur la rénovation énergétique. Et il est clair que parmi les messages que nous avons passés, il y aura celui de l'enjeu de la prise en compte de la sobriété d'été dans la rénovation, celui de l'enjeu du pilotage de notre chauffage et de tous les usages en fait du bâtiment. Pour effectivement piloter. Enfin, je pense il faut qu'on arrête d'opposer les choses. Tout est nécessaire. Simplement, ça se passe pas en même temps, ça se passe pas au même moment. Et in fine, on a besoin de l'ensemble pour que ça puisse bien fonctionner. Je crois que c'est ça qui est important de retenir. Et donc, on aura à cœur de porter la parole sur ces sujets de façon pugnace, parce que je pense que les enjeux sont trop importants pour qu'on les oublie. Et on aimerait bien pas se réveiller encore une fois dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on aimerait bien sur la sobriété d'été pas se réveiller quand on aura eu une vague de mort à cause des effets de chaleur, mais bien ou quand on aura des gens qui peuvent plus vivre chez eux. Voilà. Donc nous on aimerait bien appeler à la responsabilité. Les données sont là. On a fait cette étude avec Pouget pour pouvoir matérialiser les enjeux. Je pense que maintenant, on a une responsabilité, on connaît les enjeux, et donc on a une responsabilité de faire bouger les lignes pour anticiper et faire ça de façon sereine. On sait qu'on est dans un monde, notamment du bâtiment, qui prend du temps. On peut pas du jour au lendemain passer de 0 à 100, ni en termes de capacité de production des industriels ou de mise en œuvre derrière sur le terrain des professionnels. Donc on a besoin de planifier, de programmer, pour que tout ça puisse se faire dans le bon sens et au bon moment, sans attendre de se retrouver dans des situations d'urgence. Et c'était un petit peu ma moue tout à l'heure par rapport à la sobriété d'hiver. C'est que oui, on a fait des efforts cet hiver, on a des résultats qui sont tout à fait significatifs, mais ça reste une sobriété d'urgence où on a fait des choses des fois, parfois un peu vite fait, et on appelle nous à plutôt planifier, programmer pour qu'on ait le temps en fait de mettre en place des vraies solutions qui soient pérennes, durables et auprès de l'ensemble du parc sur ces sujets. Il me reste 1 minute. Déjà vous voyez à l'écran les contacts, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous ou avec les intervenants. Et puis un petit mot sur la méthodologie. SBA a beaucoup travaillé sur la méthodologie R2S qui permet non seulement évidemment de mettre du numérique dans les bâtiments, mais de le faire de façon raisonnée et pérenne. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas la méthodologie R2S, n'hésitez pas à nous consulter. Et puis, donc, rendez-vous le 12 octobre, puisqu'on a une 3e matinale cette année qui est prévue pour le 12 octobre. On vous enverra tous les détails, évidemment, dans les prochains jours et prochaines semaines. Donc, rendez-vous le 12 octobre. Bel été. J'espère pas trop chaud, à tous. Et puis, merci, en tout cas, à tous les intervenants, encore une fois,
et à tous ceux qui ont participé à cette matinale. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.